Bonjour à tous, bienvenue sur l'espace démonstration du FIC. On va commencer cette journée de démonstration avec Arnaud Laprévotte, qui est le cofondateur et le PDG de Libero.net. Arnaud, je vais vous inviter à prendre le micro qui est là et puis c'est parti. Bonjour à tous. Je trouve que, alors déjà je voudrais vous féliciter parce que être là à 9h00 comme ça, c'est un exploit. Et donc je trouve que cette ambiance est particulièrement familiale et nous devrions en profiter. Par exemple, je propose que ceux qui ont pris de mauvaises habitudes à l'école d'être au fond reviennent vers moi, se rapprochent. Comme ça, ce sera plus facile. Puis il y a le bruit qui augmente là à côté. Donc je suis sûr que si vous venez, ça va être mieux. Voilà, bravo, bravo. On l'applaudit, on l'applaudit. Ouais. Ah, quand même, hein, c'est fort. Bon. Ok, alors je vais vous faire une démonstration de ce que nous faisons chez Libero.net et en particulier de Crypt and Drive. Et je vais essayer d'être le plus court possible sur les autres aspects. Et j'essaierai de vous expliquer aussi les aspects crypto. Donc, je vais vous présenter Libero.net en un slide, l'offre, et puis après, pof, on fait la démonstration. Donc, Libero.net, c'est une entreprise qui s'est créée à partir d'un centre INRIA, le centre INRIA Nancy Grand Est. Vous avez le stand INRIA qui est là-bas, juste. Et donc, on est une spin-off et on exploite un brevet INRIA CNRS autour du séquestre numérique à quorum. On est deux créateurs. Moi, c'est pas important, si ce n'est que j'ai travaillé dans le logiciel libre pendant longtemps. J'ai créé une boîte sur le logiciel libre en 96. J'étais ingénieur et ça a marché. On a été racheté par Mandriva en 2007. Ce qui est vraiment important, c'est Bertrand Valrich. Lui est le RSSI historique d'INRIA. C'est-à-dire qu'il a créé la fonction de RSSI chez INRIA et c'est un boulot compliqué RSSI chez INRIA parce que d'un côté, vous allez voir les chercheurs et vous disent « Eh, mon boulot, c'est publier, m'en fous la sécurité ». Et de l'autre côté, vous avez quand même des labos où vous avez par exemple des recherches sur les codes pour simuler de la fusion thermonucléaire ou une explosion thermonucléaire. Et ce code-là, vous n'avez pas forcément envie qu'il se retrouve n'importe où. Donc en fait, c'est un boulot compliqué. Et dans son boulot, il y a différents moments où il a été confronté à des besoins, chercher des produits, il n'y avait pas. Et un des besoins, c'était le séquestre numérique à quorum pour une fonction très spécifique qui était le fait de séquestrer les mots de passe des partitions chiffrées des gens. Ce qui demandait à ce que les gens fassent. Et comme les postes sont administrés par les personnes, il faut un système distribué sur, etc. Il n'y avait pas, il ne trouvait pas. Donc, à la suite de ça, il a écrit un logiciel de séquestre numérique. Il a été voir deux équipes de recherche qui travaillent sur la cryptographie et la sécurité des protocoles. Il a montré ce qu'il avait fait. Et en fait, il a été reçu comme un ingénieur est reçu par des chercheurs, moyennement. Et en fait, ce que les chercheurs lui ont dit, c'est là, dans ton système tel que tu l'as conçu, il y a des trous là. Mais nous, on travaille sur un système de vote électronique qui a des propriétés de sécurité qui ont été prouvées de manière formelle. Donc c'est mathématique la sécurité du système. Et tu peux en fait couper un morceau là dans notre système et tu vas obtenir exactement ce que tu veux. Il a regardé leur code, il a tout mis à la poubelle et il a tout réécrit. Mais c'est comme ça que ça a démarré. Et Bertrand faisait des présentations. Il a fait une présentation au Clusir Est, Grand Est. Et il y avait les gens de la Banque Postale qui étaient dans la salle qui ont dit « Mais attends, ton truc là, nous, on veut, mais on veut pas là, les clowns en sandales en terre cuite et tout ça là, dans les centres de recherche. On voudrait une boîte derrière. » Et c'est à partir de ça qu'on a créé l'entreprise. Donc, il s'avère que chez INRIA, vous avez un fonds qui est
très lié aux activités d'INRIA qui s'appelle IT Translation, donc qui nous a soutenus. On a fait en 2019 une levée de fonds. Il y avait donc IT Translation, l'ILP, l'Institut Lorrain de Participation. On a eu les investisseurs originels de Libero.net, des business angels qui ont mis un peu d'argent. Et puis, donc Yeast par exemple. Et puis BPI France qui nous a soutenus. Donc on a fait une petite levée de fonds, 450 000 euros, plus l'équivalent à peu près en prêt. Aujourd'hui, on en est où? Nos deux offres, en fait, elles sont utilisées par différentes personnes. On a des startups comme Squareboard ou Fair and Smart qui utilisent nos librairies de chiffrement dans leurs applications. Et puis, on a des clients comme la Société Générale, j'en parlerai après, la Banque Postale, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et d'autres. Et puis, on a créé un réseau de distributeurs où on a des gens très bien qui sont là. Donc, on a du distributeur aux États-Unis, en Allemagne, on commence au Maroc, au Luxembourg, etc., etc. OK. On a deux offres chez Libero.net. On a une offre qui est une offre... Donc, ce que fait Libero.net, c'est de la cryptographie web. La cryptographie web, c'est le fait de faire le chiffrement dans le navigateur par le navigateur. Donc on a deux offres distinctes. On a une offre de drive qu'on appelle Crypt and Drive. Donc c'est un drive chiffré de bout en bout sans aucun autre logiciel que le navigateur web. C'est ça où je vais vous faire les démonstrations. Et puis on a une offre qui est que toute la couche cryptographique qu'on utilise dans notre application, on la met à disposition de développeurs tiers qui peuvent l'utiliser dans leur application et ça permet de faire du chiffrement natif dans n'importe quelle à peu près application web. Je vais sauter. Non, on n'en parle pas, c'est vous ferez votre opinion vous-même après la démo, pendant la démo. Ah ça va être plus compliqué. J'ai pas deux mains. Ah ouais, ça serait pratique. Ah, je suis désolé. Ça marche là? Ah, faut le mettre plus proche. Ouais. Ok. Alors. Donc, notre système, c'est un site web. C'est vraiment un site web. Il n'y a pas de plugin, il n'y a pas de plugin. Il n'y a pas de logiciel installé sur le poste. C'est un site web. Donc, la première chose qu'on fait avec un site web, c'est on se connecte. Et on peut utiliser les facilités du navigateur pour ce faire. Donc là, je me connecte à un Crypt and Drive local sur mon poste. En fait, quand je me suis connecté, j'ai fait deux choses. J'ai fait une première opération d'authentification. Et une fois que j'ai été authentifié, j'ai récupéré ma clé privée Elgamal qui est chiffrée. Donc je la récupère sur le poste. Et je la déchiffre et la clé de déchiffrement est en fait un dérivé du mot de passe. Le mot de passe n'étant pas transmis lors de l'authentification, ça permet de garantir que seul l'utilisateur a accès à sa clé privée. Donc, une fois que je suis connecté, j'arrive sur des répertoires, des sous-répertoires, des coffres. Je vais rentrer à l'intérieur d'un répertoire et je vais commencer par demander à quelqu'un de m'envoyer des informations de manière chiffrée. Et cette personne n'est pas inscrite dans le système, elle n'a pas de compte. Donc ça marche de la manière suivante, c'est en fait vous envoyez une invitation, c'est l'inverse de WeTransfer, c'est-à-dire que c'est la personne qui doit recevoir les fichiers de manière chiffrée qui transmet une URL. Donc on va appeler ça démofic. Je pourrais directement générer l'URL ou je peux simplement envoyer le mail depuis le système.
Vous avez une date d'expiration pour ce lien et vous avez un nombre d'utilisations. À chaque fois que vous utilisez le lien, vous créez un nouveau coffre, fondamentalement une nouvelle clé de chiffrement. Donc là, je viens de créer mon invitation. Et si je vais voir dans les mails de monsieur A, je vois qu'il y a un nouveau mail. Et donc dans ce mail, j'ai un lien IAC qui vous invite à déposer des fichiers pour lui. Donc je clique sur le lien. Donc monsieur A, la personne qui doit déposer les fichiers, clique sur le lien. Il arrive dans son navigateur. Alors il peut utiliser le bouton plus ou il peut directement aller chercher quelques fichiers. Ok, donc j'ai déposé les fichiers sur la page. Je mets un message. Au moment où je fais chiffrer envoyer, donc ce qui se passe, c'est que d'abord, on a une clé AES qui est générée. Cette clé AES est chiffrée avec la clé publique de la personne qui a fourni le lien. Les fichiers sont chiffrés en AES 256 et sont remontés sur le serveur. Les fichiers et le message. Donc là, j'ai un coffre, ici. Et donc, mon invitation s'est transformée en un coffre. Donc j'ouvre le coffre. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir le coffre? Ça veut dire que j'utilise la clé privée qui est dans la mémoire du navigateur pour déchiffrer la clé AES symétrique qui a été utilisée pour chiffrer le fichier. Les fichiers. Donc là, j'ai récupéré la clé AES, j'ai ouvert le coffre et en fait, le stockage de l'ensemble des fichiers, c'est sous la forme d'une espèce de file system. Et le début du file system, c'est le nom des fichiers et l'endroit où ils sont stockés à l'intérieur dans la base de données. Donc les chunks, la liste des chunks associés à un fichier. Donc le nom des fichiers en tant que tel est chiffré. Donc un administrateur système ne peut pas savoir si à l'intérieur d'un coffre, il y a 1 ou 500 fichiers et il ne peut pas connaître le nom des fichiers. Les logs d'accès à un coffre, eux-mêmes, et les actions sur les fichiers du coffre, visualisées, téléchargées, sont elles-mêmes chiffrées en utilisant la clé du coffre. Donc, je peux regarder un fichier, par exemple un PDF. Donc, on a des viewers pour les PDF, les PPTX, les DocX, les XLSX. Je pourrais charger directement le fichier ici. Donc là, ce que je viens de faire, quand j'ai téléchargé le fichier, c'est littéralement, je viens de faire en gros l'équivalent d'un PGP à l'origine. C'est-à-dire que j'ai fait un déchiffrement, j'ai récupéré la clé AES, j'ai déchiffré le fichier et j'ai chargé le fichier. Donc je viens de faire du chiffrement bout en bout et si vous réfléchissez bien, A, la personne qui a envoyé les fichiers, qui les a mis à disposition, A n'a pas de compte, il n'y a pas eu d'échange de mot de passe, il n'a pas de logiciel sur son poste, tout ce qu'il a c'est un navigateur. En gros, il a un ordinateur, on va dire, avec une interface graphique. Et pourtant, on a fait un échange chiffré de bout en bout, un partage chiffré de bout en bout. Donc ça donne une facilité d'utilisation qui est forte. Le fait d'avoir des viewers associés aux différents types de fichiers permet, on va le voir dans les droits, de mettre en partage en visualisation seule. Donc là, c'est un DocX quelconque. Pareil, on a un viewer associé où
un PPTX. OK. Alors, est-ce que vous voulez, parce que j'ai été un peu violent là sur l'aspect cryptographie, est-ce que vous voulez que je détaille un peu, que je vous montre des slides où on voit mieux les clés, les... Oui, bon, alors on va le faire. Donc, reprenons. Donc ici, vous avez exactement ce qui se passe au niveau crypto. L'utilisateur a droppé, uploadé à l'intérieur du navigateur un fichier. Au moment où le fichier est uploadé, on génère une clé AES 256, un ensemble de fichiers. On génère une clé AES 256. On utilise la clé AES 256 pour chiffrer le fichier. Et on va stocker le fichier ou les fichiers chiffrés sur le serveur. La clé AES 256, en fait, on récupère la clé de la personne pour laquelle on chiffre, la clé publique de la personne pour laquelle on chiffre, on la récupère et on l'utilise pour faire le chiffrement en LGAMAL 2048 de la clé AES 256. Et puis, ici, on stocke la clé chiffrée. Alors, le chiffrement mixte, c'est comme ça que ça s'appelle, il a deux intérêts. Il signifie que quand vous voulez partager des fichiers entre plusieurs personnes, là, vous n'avez pas à rechiffrer les fichiers. Vous chiffrez simplement la clé plusieurs fois avec la clé publique de chaque personne avec qui vous voulez partager. Donc ça, c'est un intérêt fort. Il y a un deuxième intérêt en termes de performance. Chiffrer 1 million d'octets, 1 mégaoctet en JavaScript en utilisant l'API Web Crypto sur mon poste, ça prend 66 millisecondes. Si vous le faites, si vous prenez OpenSSL et que vous faites la même opération sur le même fichier, ça prend 30 millisecondes. Chiffrer une clé de 256 bits, donc de 16 octets en LGAMAL 2048, ça prend 630 millisecondes. Donc en fait, les ordres de grandeur n'ont rien à voir. Et ça explique pourquoi on utilise toujours du chiffrement mixte. Alors, si on regarde l'aspect déchiffrement, le déchiffrement, c'est l'inverse. D'abord, je récupère ma clé AES 256 qui a été chiffrée sur le serveur. Je l'ai ici. Je la récupère dans mon navigateur. Ma clé privée LGAMAL, je vais revenir dessus. Comment est-ce que j'obtiens ma clé privée LGAMAL ? Mais on va imaginer, j'ai ma clé privée LGAMAL, je l'utilise pour déchiffrer en LGAMAL la clé AES qui a été chiffrée. J'obtiens la clé AES 256. Mon fichier chiffré, je l'ai récupéré depuis le serveur. Je l'ai à l'intérieur de mon navigateur. Et je viens déchiffrer avec la clé AES 256 le fichier original. Comment est-ce qu'on stocke la clé privée ? En fait, l'idée, c'est que quand vous vous inscrivez, donc le vrai problème d'un système cryptographique n'est pas la cryptographie. Ça peut paraître bizarre, mais chiffrer, déchiffrer, pouf, pouf, tout le monde sait faire. Hein, en Python, si vous avez la bonne librairie, je suis sûr qu'en 4 lignes, pouf, pouf, vous chiffrez, déchiffrez, AES, comme ça, quoi. Le vrai problème, c'est la gestion des clés. Ça, c'est compliqué dans un système cryptographique. Et donc, c'est parti. Et en fait, ça explique le fait que, globalement, vous n'avez que 2 systèmes de gestion des clés. Les PKI, une gestion centralisée des clés dans une organisation. Cool. Et le deuxième système, c'est le Web of Trust.
hein, le réseau de confiance. Le Web of Trust, c'est typiquement ce que vous faites quand vous faites du PGP, que vous faites les sessions d'échange de clés et autres. Hein. Vous donnez votre clé publique, vous signez la clé publique de l'autre et autres. Et en fait, les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients. L'intérêt de la PKI, c'est dans une organisation, c'est centralisé. Alors vous pouvez le gérer. Vous pouvez avoir des équipes, un serveur, un ensemble de serveurs. On sait gérer. C'est dans l'orga. Le web, par contre, il y a un inconvénient principal de la PKI qui est que vous créez des clés de chiffrement pour les gens et après, faut les distribuer. Et la distribution est un problème compliqué des clés. C'est pour ça qu'on fait de la distribution physique. C'est pour ça qu'on donne des clés USB, des smart cards et autres. C'est parce qu'il faut un moyen de distribuer. Mais si vous ne voulez pas utiliser un moyen physique, c'est le bordel. Quand vous faites du Web of Trust, c'est un problème que vous n'avez pas. Parce que l'utilisateur, ce qu'il fait, hop, il s'inscrit, il crée ses clés, et c'est le luxe. La clé, elle est créée. Par contre, le problème, c'est la centralisation. Comment je fais au niveau d'une organisation pour gérer du PGP? C'est le bordel. C'est casse-pied. Et en fait, le séquestre numérique permet de faire quelque chose qui est entre les deux. Vous générez vos clés absolument comme à l'intérieur, comme dans du Web of Trust, au niveau de l'utilisateur. Et quand vous avez fini de générer vos clés, vous les séquestrez pour l'organisation. Ça, c'est intéressant. Ok, donc là, ce qu'on fait ici, c'est la clé privée, elle est stockée, chiffrée AES 256 sur le serveur, on la récupère, on dérive une clé de déchiffrement AES 256 à partir du mot de passe de l'utilisateur ou de la passphrase, et ça permet de récupérer la clé privée dans le navigateur. Toutes les quelques minutes, on drop la clé privée de la mémoire. Si vous ne l'utilisez pas, elle est droppée. Et en fait, c'est pour ça que vous allez voir, quand je vais me recommencer à faire des opérations, ça va me demander à nouveau mon mot de passe, simplement pour redéchiffrer la clé privée. Ok. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est, voilà, j'ai mon coffre, je vais le partager avec des tiers. Partager avec quelqu'un où la personne, elle est déjà à l'intérieur du système. Donc, par exemple, Monsieur Bravo. Je choisis des droits. Pour les fichiers pour lesquels on a des viewers, on peut dire je ne pourrai voir le fichier pour cet utilisateur qu'en visualisation seule et pas de téléchargement. Ou alors je peux dire il peut télécharger et visualiser. Je peux ajouter, modifier des fichiers, je peux ajouter ou modifier des commentaires, je peux partager, je peux voir les logs. Ou pas. Les logs sont chiffrés. Donc là, je partage avec Monsieur Bravo. Donc, on pourrait discuter sur... Donc, une fois que j'ai partagé avec Bravo, ce que ça veut dire, c'est j'ai pris la clé AES 256 du coffre, je l'ai chiffrée avec la clé publique de Bravo. Boum. Maintenant, je vais le faire avec quelqu'un qui n'est pas enregistré dans le système. Et là, il y a une difficulté parce que chiffrer pour quelqu'un qui n'a pas de clé de chiffrement, c'est un peu délicat. Donc, ça marche de la manière suivante. En fait, c'est pareil. Je tape son adresse mail. Je vais l'inviter. Je lui donne des droits. Alors quand il est blanc comme ça, quand il a une petite silhouette blanche comme ça veut dire qu'il n'est pas dans le système, il n'est pas enregistré, il est inconnu. Je peux choisir les droits de la même manière. Là, je vais lui en donner aucun. Et je partage. Donc, j'arrive ici. Je vais voir que Monsieur Bill a reçu un mail. Le mail de Bill, c'est en fait, on a partagé une information pour vous, démofique machin, pour accepter le partage, connectez-vous ici. En fait, c'est une procédure d'enregistrement. Donc, Monsieur Bill, on va lui choisir
un mot de passe. Enfin, il se choisit son mot de passe, ça c'est important, avec une certaine complexité, sinon on ne l'accepte pas. On confirme, on se connecte. Ok. Donc maintenant, Bill est connecté et bizarrement, il n'a pas accès au contenu. Alors pourquoi ça? C'est simplement qu'à la première connexion, on a généré la biclée El-Gamal. Le chiffrement ne peut pas être fait sur le serveur. Le serveur n'a pas les informations, la clé ES, machin, tout ça, pas. Donc ça ne peut être que la personne qui l'a invité qui peut maintenant récupérer sa clé publique El-Gamal et faire le chiffrement de la clé ES au niveau du coffre. Donc là, en fait, ça se matérialise par le fait qu'il y a une opération en attente. Ici, il y a une alerte pour Bill. Et Bill, voilà, il va accepter. Donc, vous voyez, il faut que je retape ma clé. En fait, mon mot de passe. Et donc, maintenant, Bill, on l'a confirmé. Et il a la possibilité d'accéder aux informations. En fait, ce qu'on fait quand on fait ça, ça veut dire que quand vous confirmez, vous faites deux choses. Il y a l'aspect cryptographique et l'autre aspect, c'est qu'en fait, vous faites le lien entre l'identité physique et l'identité numérique de la personne, sa clé publique. Au passage, on signe la clé publique avec la personne, avec la clé de signature de la personne qui l'a invitée. Donc là, ça vous montre la simplicité de la procédure d'enregistrement. Maintenant, on va faire une autre chose. Donc, je vais me déconnecter de Bill. Et on va utiliser le quorum pour faire la procédure de recouvrement. Donc, je vais virer tout le monde. Et c'est, pas de chance, il est au FIC et son portable est déchargé. Et pourtant, on a absolument besoin d'accéder à ces informations dans l'organisation. Donc à ce moment-là, on fait appel au quorum. Donc il y a 3 personnes dans le quorum. Donc le quorum est constitué d'un groupe de personnes. Là, pour la simplicité, on les a appelés quorum 1, quorum 2, quorum 3. 3 personnes. Le quorum dans ces 3 personnes est de 2 sur 3. C'est un seuil de 2 sur 3. Les membres du quorum sont dans un état un peu bizarre vis-à-vis du coffre. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir le coffre, mais ils ne peuvent pas le déchiffrer. Ils peuvent entrer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir qui peut accéder au coffre. Et assez étrangement, quorum 1, qui est quelqu'un de connu, quorum 1 peut rajouter quelqu'un en partage. On va lui donner tous les droits. Donc, il doit accepter, c'est pas important. Je me connecte en tant que Bravo. Et en fait, Bravo ne va pas avoir accès. C'est un peu étrange, il n'a pas accès. Il va voir de la même manière le coffre, mais il ne peut pas le déchiffrer. Il faut qu'il y ait une deuxième personne à l'intérieur du quorum. Quorum 2. Qui se connecte. Une autre personne connue. Et donc, cette personne est dans le même état que quorum 1. Elle doit accepter l'accès de Bravo. À aucun moment, quorum 1 ni quorum 2 ne peuvent déchiffrer. Pourtant, maintenant, si je regarde, ici, Monsieur Bravo a la capacité de déchiffrer. Ça, c'est basé sur 2 choses. C'est basé sur du chiffrement à seuil El-Gamal.
où ce sont les déchiffrements successifs des membres du quorum qui conduisent au déchiffrement, et le fait qu'en fait ça a été, vous avez la clé de contenu chiffrée par la clé publique du groupe à quorum, surchiffrée au moment où vous avez partagé avec Bravo, avec la clé publique de Monsieur Bravo. Le quorum déchiffre, et le résultat, c'est la clé de contenu, la clé AES, chiffrée par la clé El Gamal de Monsieur Bravo. Et donc, Bravo récupère et déchiffre. Le résultat, c'est que vous avez un système qui, de manière cryptographique, sépare l'autorisation d'accès, basée sur plusieurs personnes, de l'accès à l'information. Alors, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais toute la couche cryptographique qu'on a à l'intérieur de Krypton Drive, vous pouvez l'utiliser aussi dans vos développements d'applications web, et c'est ça qu'on met à l'intérieur du SDK. Et ce qu'on a constaté, c'est que ça permet d'aller très vite dans le fait de faire du chiffrement bout en bout dans une application web. On peut continuer la conversation. Notre stand, c'est F1914, en face du stand du ministère de la Défense. Et j'ai encore plein de choses à vous dire sur la sécurité, la double authentification, le filtrage par rôle, etc., etc. Et ce sur quoi on travaille. Et c'est vrai que 30 minutes, c'est relativement court pour parler de tous ces sujets-là.